Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis dans la voie de droite. Je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très intéressante. Regarde le marquage au sol. La voie de gauche est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Donc, la voie de gauche est une voie réservée. Tu sais, un peu comme les voies de bus. Sauf que là, regarde, sur cette voie de gauche, il a un marquage au sol qui montre une flèche qui tourne vers la gauche. Donc, c'est une voie réservée aux véhicules qui tournent à gauche. C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Alors, concrètement, c'est quoi une voie de stockage ? Comme tu le vois sur cette animation, cette voie de stockage sera réservée aux personnes qui veulent tourner à gauche. C'est là qu'on va stocker, donc voie de stockage, c'est là qu'on va stocker les véhicules qui veulent tourner à gauche à l'intersection afin de libérer la voie de droite pour aller tout droit. Donc, pour répondre à la question, je suis dans la voie de droite, est-ce que je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection ? Non. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Je peux utiliser les feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de croisement. Réponse C, de position seule. Alors ici on est partant de neige, donc partant de neige, je peux utiliser mes feux de brouillard, avant et arrière, mes feux de croisement, mais par contre je ne peux pas utiliser mes feux de position seuls. Alors pour savoir quand utiliser certains feux selon le temps, je vous encourage vivement à aller dans la formation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 3. Le feu est rouge. Les cyclistes peuvent tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde juste ici, au-dessus du feu rouge, on a un panneau. Alors, ce panneau-là, il fait partie de ce qu'on appelle les panneaux à vélo. Alors, ces panneaux à vélo, il faut absolument que tu les connaisses pour passer ton code de la route. Alors, c'est quoi les panneaux à vélo ? Tu as par exemple les accès interdits aux cyclistes. Les obligations de pistes et de bandes cyclables, les indications de pistes et de bandes cyclables, les voies réservées aux bus, autorisées aux cyclistes, les zones de rencontre, les doubles sens cyclables et les débouchés de vélo. Et enfin, tu as donc ce panneau qu'on appelle un céder le passage cycliste. Bon, on les appelle aussi tourne gauche, tourne droite, ça dépendra du moniteur que tu auras. Alors, si tu regardes bien, ce panneau, c'est quoi en fait ? Ce panneau, c'est un panneau céder le passage. Donc, ce panneau qui est réservé au vélo impose au vélo de céder le passage.
Cependant, à l'intérieur, on a un petit vélo avec une flèche de direction. Tout droit, à gauche, à droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le feu est rouge, même si le feu est rouge, tu as le droit d'emprunter la direction indiquée. Par exemple, ici, à droite. Cependant, c'est un panneau céder le passage. Donc, il faudra que tu cèdes le passage. Mais à qui il faudra que tu cèdes le passage? Alors, il faudra que tu cèdes le passage tout d'abord aux piétons et aussi aux véhicules motorisés que tu rencontreras. Par exemple, dans ce cas-là, si tu veux tourner à droite, il faudra tout d'abord laisser passer les piétons, s'il y en a, mais également les véhicules motorisés que tu rencontreras dans l'intersection. Donc, ici, est-ce que les cyclistes peuvent tourner à droite? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h. Alors, ce panneau est un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses. La première est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La deuxième chose est qu'il est interdit de klaxonner. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle est super importante, car tu as 95% de chances de tomber dessus lors de l'examen officiel. Alors, concernant le dépassement des cyclistes, deux cas vont se présenter à toi. Tout d'abord, le cas en agglomération et le cas hors agglomération. Commençons par le cas en agglomération. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre mon véhicule et l'usager vulnérable. Dans le cas hors agglomération, lors d'un dépassement d'un usager vulnérable, ici un cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre 50. Alors, attention, petit point à retenir, c'est valable pour les cyclistes et c'est valable pour tous les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les motos, ceux qui circulent en engin de déplacement personnel, c'est-à-dire les trottinettes. Donc ça, c'est valable pour tous les usagers vulnérables, y compris les cyclistes. Vu que la question est importante, on va faire un petit récapitulatif. Donc, en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Hors agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre 50. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Le taux d'alcool délictuel est de 0,8 g par litre de sang, 0,5 g par litre de sang.
comme le montre le document que vous retrouverez dans la plateforme pédagogique, le taux d'alcool délictuel, que vous soyez en probatoire ou non, est de 0,8 g par litre de sang. Donc, le taux délictuel est le même pour tous. C'est le taux contraventionnel qui change. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une contravention et un délit, vous ne savez pas la différence, je vous conseille vraiment d'aller dans l'information. Parce que ces questions sont récurrentes lors de l'examen du code de la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 7. Il est conseillé de rouler avec des chaînes partant de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, partant de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones montagneuses. Alors, il y a 2 panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant. Donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes partant de neige ? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. En cas de fatigue au volant, il faut réponse A, faire une sieste. Réponse B, boire un café. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le fait de boire un café ne va pas retirer votre état de fatigue, bien au contraire. Hein. N'oubliez pas que le café, c'est une drogue, c'est de la caféine, c'est une substance psychoactive, hein, qui est quasiment la même que le thé, théine. Hein. Le thé, c'est de la théine. C'est aussi la même que certains médicaments comme la codéine. Vous voyez, caféine, théine, codéine. C'est quasiment les mêmes drogues. Donc, ils vont vous donner juste un petit effet de boost qui va durer quoi ? 10-15 minutes. Mais ensuite, l'état de fatigue va revenir. Donc, le mieux, quand on est dans un état de fatigue, c'est de faire une sieste, c'est-à-dire dormir, même 10 ou 15 minutes. Ça va être beaucoup plus réparateur que de boire un boost, c'est-à-dire une boisson énergisante. Donc, ici, en cas de fatigue au volant, il faut faire une sieste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je roule à 128 km/h sur autoroute. Réponse A. Je me rabats immédiatement. Réponse B. Je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi.
Alors ici, encore une fois, pour répondre à cette question, il faut bien connaître son code de la route. Un camion sur autoroute a une vitesse maximale réglementaire de 90 km/h. Il ne peut pas dépasser cette vitesse. C'est interdit pour un poids lourd. Par contre, nous, on a un véhicule léger, on est sur autoroute, la vitesse maximale réglementaire est de 130 km/h. Actuellement, je roule à 128 km/h. Donc, en fait, je vais être obligé, de manière matérielle, de manière physique, de dépasser le camion qui y a devant moi. Parce que entre moi et le camion, il y a 40 km/h de différence. Donc ici, c'est évident, je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Je peux dépasser ce cycliste immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, on est dans un contexte super intéressant. À notre droite, on a un bus à l'arrêt, un arrêt de bus qui dépose des passagers. À la gauche du bus, on a un cycliste et apparemment ce cycliste veut dépasser le bus dans sa propre voie. Alors, déjà, il faut que tu saches que pour dépasser un vélo, il faut respecter un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération. Or, ici, on voit bien que si on dépasse le vélo, on n'aura pas cet intervalle de sécurité. Donc, juste pour cette raison, on ne peut pas dépasser le cycliste. Mais il y a une deuxième raison. Comme tu peux le voir ici, notre champ de vision est obstrué par le bus. On ne sait pas ce qui se passe devant le bus. Étant donné qu'il a déposé des passagers, peut-être que certains passagers se sont mis devant le bus pour traverser de manière inopinée. Donc, ce que je fais ici, c'est que je ralentis. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 11. Après un accident, l'autre automobiliste refuse de remplir le constat. A. Je l'oblige. B. Je note sa plaque d'immatriculation. Alors, pour information, un constat se présente comme suit. Il y a une page de garde, qui est bleue. Ensuite, il y a un recto et un verso. Alors, dans le recto, c'est surtout des cases qui sont pré-remplies. Donc avec le numéro d'assurance, les noms, le numéro aussi du permis de conduire. Et au verso, il y a plusieurs informations, notamment on peut mettre des observations et des remarques. Et la page qui est en verso nous concerne nous. D'accord ? Ce n'est pas à l'autre automobiliste de la remplir. Alors, lorsque je fais un accident avec un autre automobiliste, l'autre automobiliste n'est pas obligé de remplir le constat. Il peut refuser. Cependant, vous, ce que vous pouvez faire, c'est justement, en verso, noter sa plaque d'immatriculation et noter qu'il refuse de remplir le constat. Autre chose, sachez également que ce sont des constats uniformisés qui sont valables dans toute l'Union européenne. Comme vous pouvez le voir en page de garde, il y a bien marqué constat européen d'accident. Donc, peu importe dans quel pays vous soyez lorsque vous faites votre accident, en tout cas en Union européenne, vous pouvez remplir le constat français. Si vous faites un accident en Allemagne, vous pouvez remplir le constat français
en langue française. D'ailleurs, regardez, ce sont exactement les mêmes. Par exemple, là, ici, j'ai un constat allemand. Ce sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir, surtout lorsqu'on voyage. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 110 km/h. Alors, ici on a affaire à un panneau qu'on appelle panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau a deux significations. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il est interdit de klaxonner. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité ? C'est la distance minimale réglementaire qui me sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par un véhicule en 2 secondes. Alors, tu peux estimer cette distance de sécurité grâce aux lignes de rive. Pour avoir une distance de sécurité réglementaire, tu dois avoir 2 lignes de rive entre toi et le véhicule qu'il y a devant toi. Si on revient sur notre situation, on remarquera que entre nous et le véhicule qu'il y a devant nous, il n'y a qu'une seule ligne de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas suffisante. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Ce bouchon noir est celui du réservoir de liquide de refroidissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce bouchon noir, caractéristique avec ce triangle et son niveau de température, est bien celui du réservoir de liquide de refroidissement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je m'engage
avant le véhicule à gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, il faut toujours laisser la priorité aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, c'est-à-dire qui viennent de la gauche. Alors, comment ça se passe concrètement ? Quand on arrive au niveau des traits épais qui délimitent le céder le passage, on fait très attention à ce que dans cette zone du carrefour à sens giratoire, il n'y ait personne afin que je puisse m'engager. Donc, ici, pour en revenir à la question, je vais devoir m'engager après le véhicule à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Le refus de priorité piéton constitue une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné d'une perte de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, refuser la priorité à un piéton constitue donc une infraction. Elle est sanctionnée d'une contravention de classe 4, c'est-à-dire une perte de 6 points et une amende de 135 €. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 17. En ville, il est plus rapide d'effectuer un petit trajet à pied qu'en voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître étrange, mais effectivement, en ville, il sera beaucoup plus rapide d'effectuer un petit trajet en marchant ou en vélo plutôt qu'en utilisant votre voiture. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 18. Je circule actuellement sur la voie de gauche. Je peux rester sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici déjà, on roule sur une deux voies à sens unique. Alors, comment on le sait ? On regarde la ligne de rive gauche et on voit que c'est une ligne de rive continue. On est donc sur un sens unique sur les deux voies. Ensuite, ici, je roule sur la voie de gauche. Est-ce que j'ai le droit de rouler sur la voie de gauche ? Non. La voie de gauche, elle est faite pour dépasser. Donc ici, on n'est pas en processus de dépassement, donc on se rabat dès que possible à droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 19. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Alors, la plaque de gauche carrée avec les chiffres inscrits dessus indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. À droite, la plaque losange indique le type de matière dangereuse que ce véhicule transporte. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Dans ce contexte, je réduis l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de rencontrer des ouvriers dans 900 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez l'indication qui est juste au-dessus. Donc, on a un panneau de danger avec des ouvriers. Et il y a marqué en gros, travaux à 900 mètres, soyez prudents. Donc, effectivement, ici, je vais réduire l'allure parce que je vais rencontrer des véhicules et des ouvriers de manière assez évidente, vu qu'il y a des travaux. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 21. Le champ visuel binoculaire à 100 km/h est de réponse A 100 degrés, réponse B 60 degrés, réponse C 45 degrés, réponse D 30 degrés. Alors, tout d'abord, c'est quoi le champ visuel? Alors, le champ visuel, c'est la portion de l'espace que vous pouvez voir. Alors, il existe le champ visuel binoculaire, c'est ce que vous pouvez voir avec vos deux yeux, et le champ visuel monoculaire, c'est ce que vous pouvez voir avec qu'un seul œil. Donc, chez l'être humain, le champ visuel binoculaire avec les deux yeux à l'arrêt est de 120 degrés. Contrairement à tout ce qu'on peut vous dire sur les applications que vous trouvez sur Internet. C'est la différence entre des spécialistes du code de la route et des non spécialistes du code de la route. Enfin, ce que vous devez savoir, c'est que le champ visuel va diminuer avec la vitesse. Plus vous allez prendre de la vitesse, plus votre champ visuel va se rétrécir. Alors ici, on a un tout petit schéma. Donc ici vous voyez que à 40 km/h on a un champ visuel binoculaire de 100 degrés. À 70 km/h on a un champ visuel binoculaire de 75 degrés. À 100 km/h on a un champ visuel binoculaire de 45 degrés. Et à 130 km/h un champ visuel binoculaire de 30 degrés. Donc ça c'est des choses à savoir. C'est des questions qui tombent souvent dans le code de la route Nouvelle Réforme. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 22. Le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça fait partie des aides à la conduite qu'il faut connaître absolument, car les questions sont récurrentes dans les tests officiels de la nouvelle réforme, notamment sur ce sujet du Start and Stop. Donc, je vous incite fortement à connaître toutes les aides à la conduite présentes dans un véhicule. Il y en a à peu près une dizaine. Je vous incite à les apprendre.
Donc effectivement ici, le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave ». Les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 23. Je suis en infraction si je roule avec un compteur défectueux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, la réponse est très simple. Question de cours. Effectivement, si vous roulez avec un compteur défectueux, on peut vous verbaliser. Vous êtes en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. La ceinture de sécurité doit être posée à plat sur le corps? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-être. Réponse C, vrillée. Réponse D, détendue. Alors, la ceinture de sécurité doit toujours être posée à plat sur le corps. Donc, épaules, torse, hanche. Elle ne doit pas être vrillée ni détendue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Avant un long voyage, je prépare mon itinéraire en listant les stations de recharge électrique sur mon trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, votre voiture électrique contient une batterie avec une certaine autonomie. Donc, avant un long voyage, bien sûr, je le prépare et j'y regarde les stations donc, de recharge qui se trouvent sur mon itinéraire. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Je reste sur cette voie pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, regarde bien sur la voie dans laquelle on est. On a un marquage au sol. C'est ce qu'on appelle une signalisation horizontale. Donc, ce marquage au sol est matérialisé par une flèche qui va à gauche. Donc, effectivement, ici, si je reste sur cette voie, à la prochaine intersection, je tournerai à gauche. Donc, je suis très bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 27. Le véhicule est bien arrêté si le véhicule est en feu de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur a une urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans un cas où on a un véhicule qui est garé à cheval sur le trottoir et qui est en feu de détresse. Alors, il faut déjà que vous sachiez une chose. Que vous soyez en feu de détresse, que vous ayez une urgence, ou peu importe. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, cela ne vous permet pas d'enfreindre la loi. Que dit la loi ? La loi, elle dit qu'il y a des stationnements infractionnels. Hein. Vous vous souvenez, hein, vous avez 4 types de stationnements infractionnels. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors ici, regardez bien. Regardez bien. Là, le véhicule, déjà, il est à cheval sur le trottoir. Donc, déjà, premièrement, c'est ce que l'on appelle un stationnement très gênant, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation. Également, regardez bien, il ne se situe pas seulement sur un trottoir. Regardez ici, là, regardez là. Là, vous voyez que le trottoir s'affaisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le trottoir s'affaisse ? Ça veut dire qu'on a affaire à un bateau. Donc, si on a affaire à un bateau, c'est qu'on a affaire à une sortie de voie privée. Et donc, si on est garé sur une sortie de voie privée, c'est ce qu'on appelle un stationnement gênant parce qu'on est garé devant l'entrée carrossable d'un immeuble. Donc ici, vous voyez, si vous avez affaire à un policier peu scrupuleux, il peut vous mettre 2 amendes. Un pour stationnement gênant et un autre pour stationnement très gênant. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 28. Je peux circuler avec cette voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, bien sûr, dans cet état, on ne peut pas conduire avec cette voiture, tout simplement parce qu'il n'y a aucune visibilité. Donc, je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Sachez que si vous avez le pare-brise sale ou pas dégivré, vous pouvez avoir une amende. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 29. Je circule dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors,
tu peux voir ici qu'il y a un stop. Donc ce stop, il sera toujours accompagné par un marquage au sol, donc une ligne blanche. Si tu regardes bien, le marquage au sol va du trottoir de gauche jusqu'au trottoir de droite. Ce qui signifie bien que tu es dans une rue à sens unique. La bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 30. Je viens de me faire flasher. La perte de points est effective. Réponse A, au moment de l'infraction. Réponse B, après paiement de l'amende. Réponse C, après paiement de l'amende majorée. Alors, si vous venez de vous faire flasher et que vous avez une perte de points, alors sachez que la perte de points est effective après paiement de l'amende. Bon, après tu vas me dire, bah oui, mais je peux aussi ne pas payer l'amende, vu que comme ça je perdrai pas de points. Si je paye pas mon amende, je perds pas de points. Alors non. Qu'est-ce qui va se passer si tu payes pas ton amende? Si tu payes pas ton amende, tu recevras un autre courrier avec une demande de paiement de l'amende majorée. Donc, si à partir de ce moment-là, tu payes, bah on va t'enlever tes points au moment où tu vas payer l'amende majorée. Si tu payes pas l'amende majorée, ce qui va se passer, c'est que l'État va faire ce qu'on appelle une saisie sur ton compte bancaire, une saisie administrative. C'est-à-dire qu'ils vont retirer le montant de l'amende majorée directement sur ton compte en banque. Et en plus, ils vont bloquer ton compte en banque. Ils vont bloquer ton compte en banque et ils vont retirer l'argent eux-mêmes. Et une fois qu'ils auront retiré eux-mêmes l'argent, eh ben, tu perdras tes points à ce moment-là. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Je roule à la vitesse maximale autorisée. A. Je me rabats. B. J'accélère. C. Je maintiens mon allure et je reste sur ma voie. Alors, ici on a un cas un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est ce que je peux appeler aussi une situation stressante quand on conduit. Pourquoi? Plusieurs choses. Déjà, si on regarde à droite, le camion rouge, lui, a ses clignotants. C'est-à-dire qu'il s'apprête à aller sur la voie du milieu. Derrière nous, on a un camion blanc qui, lui, a mis son clignotant à gauche. En langage commun, il nous met la pression. C'est-à-dire qu'il est très très proche. On voit bien qu'il est très très proche de notre véhicule. Et en plus de ça, il met son clignotant à gauche, comme pour nous dire de se rabattre pour qu'il puisse accélérer sur cette voie. Et en plus, on voit sur le côté droit du rétroviseur une autre voiture qui est pas très loin de nous sur la voie du milieu. Bref, tous ces faits matériels sont un peu compliqués à gérer. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que la question nous dit qu'on roule à la vitesse maximale autorisée. Donc on ne peut pas aller plus vite. Donc aller plus vite serait une infraction. Donc déjà la réponse B, on peut l'enlever. Ensuite, est-ce qu'on peut se rabattre? Bah non, pour la simple et bonne raison qu'on a un camion juste en face de nous, donc un poids lourd, qui lui va aller sur la voie du milieu. Et derrière nous, aussi, sur la voie de droite, on a un véhicule, le véhicule gris. Donc là, se rabattre sur la voie du milieu,
ça va être compliqué. Donc ici, la seule réponse valable et pertinente, c'est la réponse C. Je maintiens mon allure et je reste sur ma voie. Question numéro 32. Je peux m'arrêter sur l'emplacement à droite pour téléphoner à un ami? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement en cas d'urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez le panneau qui est juste à droite. Ce panneau d'indication indique un emplacement pour le stationnement et même l'arrêt. D'accord? Donc, et à ne pas confondre avec ce panneau qui indique l'emplacement d'un arrêt d'urgence, où on peut s'arrêter seulement en cas d'urgence. Donc, ici, cet emplacement est autorisé donc à l'arrêt ou au stationnement, et je pourrais téléphoner à un ami, je pourrais me reposer, peu importe. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le liquide AdBlue permet de réduire les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir ici, dans certaines motorisations, à côté de ton bouchon donc, de carburant, tu auras un bouchon d'AdBlue. L'AdBlue, c'est un liquide qui permet en fait de réduire les émissions polluantes. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Lorsque je tiens le volant, les pouces doivent être placés. Réponse A, à l'intérieur. Réponse B, à l'extérieur. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu tiens ton volant, donc toujours à 10h10, les pouces doivent être vers l'extérieur. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Ce panneau indique une interdiction de stationnement du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce panneau indique une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. Je suis en probatoire. La vitesse maximale autorisée est de A. 100 km/h, B. 80 km/h, C. 90 km/h, D. 110 km/h. Ici, je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée lorsqu'on est en probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Prends quelques secondes pour t'abonner et activer toutes les notifications. Comme ça, tu seras averti des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 37. Ce panneau indique une bifurcation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très facile qu'on a vue plusieurs fois dans les tests YouTube. Donc effectivement, ici, on est sur une bifurcation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Le véhicule jaune roule trop près du camping-car. Oui, réponse A. Non, réponse B. Risque de déboîter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si vous voyez bien, vous voyez qu'il y a deux triangles rouges à l'arrière de la voiture jaune. Ça signifie que la voiture jaune est en train d'être remorquée. Donc, le véhicule ne roule pas trop près du camping-car et ne risque pas de déboîter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors, c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc, nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant un an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable un an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi
valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc, tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien, tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui, tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet et là tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 39. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, la fatigue est responsable d'1/3 des accidents sur autoroute. Le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Rouler avec des pneus en bon état diminue. A. Le risque d'éclatement. B. La consommation. C. La perte d'adhérence. Alors effectivement, si vous roulez avec des pneus sous-gonflés, effectivement, vous allez avoir une augmentation de la consommation en carburant. Mais là, la question est, rouler avec des pneus en bon état, diminue-t-elle la consommation? Ben non. Les pneus sont en bon état, en état correct, donc ça ne va pas faire diminuer la consommation. Est-ce que ça va diminuer le risque d'éclatement? Oui, bien sûr. Un pneu en bon état, ça va faire diminuer le risque d'éclatement. Est-ce que ça va diminuer la perte d'adhérence? Également, ça va également diminuer la perte d'adhérence. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.